Hey, on l'a eu, Marc. 9h pile. 9h pile, c'est bon ça. On vous souhaite un bon samedi. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans les studios de Golf Nation. On est en direct ce matin. Bon samedi, on a notre café en espérant que vous avez le vôtre également. Première des choses, Marc, je pense qu'on va commencer en remerciant tout le monde qui ont partagé, qui ont transmis la bonne nouvelle la semaine dernière parce que vraiment, on a beaucoup entendu parler. Vous avez été beaucoup à partager le premier épisode, à l'écouter notamment. Fait que merci pour ça. Oui, il y a énormément de partage, mais aussi remercier les gens qui nous ont aidés à en arriver ici. On a parlé un peu la semaine passée, on a parlé de Nadia Dimena qui nous appuie énormément avec le setup parce qu'on est dans le sous-sol du centre de golf Le Versant. Mais aussi, j'aimerais faire une petite mention de notre ami Alexandre Geffrion. Boum, boum, Geffrion. Oui, boum, boum, Geffrion. C'est lui qui nous a fait le logo. Et je voulais le remercier parce que ça nous représente tellement. Oui, beaucoup. On voulait un logo très, très sport. On voulait un logo dans l'air du temps. C'est ce qu'on a eu avec Alex de Obi, qui est sa compagnie de graphisme. On le salue. Il est vraiment, vraiment très, très talentueux. Puis, il y a des items promo Golf Nation qui s'en viennent dans les prochains jours. C'est pas ta tasse de McDo? Écoute, moi, j'ai pensé, on va se faire des tasses à café parce que là, mon verre McDo, vous allez devoir payer. Oui, mais ton nom, il devrait être dessus, non? Oui, je sais. Ça, il faut que j'aille au Starbucks pour personnalisé. Pour faire ça. Première des choses, avant qu'on embarque dans les sujets de nouvelles, cette semaine, rapidement, le plan d'émission, on va recevoir Louis-Alexandre Pitre, aujourd'hui nouveau professionnel en titre au club de golf Pine Grove. Louis était à la tempête, directeur de la boutique là-bas. Il était dans un trio. Moi, je l'appelle la première ligne du golf au Québec. Fred Raymond, Gavin Pétremblay, puis Louis-Alexandre Pitre. Il a pris une grande décision de vie, déménage à Montréal, s'en vient à Pine Grove. On va lui parler tantôt. On va faire le bol à question tantôt. On va avoir du fun avec ça. Oui, on va jaser beaucoup là-dessus. Dans les prochaines minutes, notre premier invité sera Éric Bourdon de Golf 21. On va vous le présenter. Mais question de nous aider, guys, à aller chercher le plus de monde possible. S'il vous plaît, partagez Facebook, YouTube, tout ça. C'est une bébête qui marche avec un algorithme. Donc, il faut partager le plus possible pour que les gens fassent comme « Hey, c'est bon, ce show-là! » Puis là, ça se voit. Puis, il y a même des gens qui m'ont envoyé des photos de leur setup la semaine dernière. Ils ont branché leur HDMI dans la télé puis ils ont regardé dans le salon directement. Fait que, je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Nous voir en HD, en haute démolition. En plus, je ne me suis pas maquillé aujourd'hui, Max. Je ne sais pas s'il devrait me regarder en haute définition. Mais là, de toute façon, tu as des consignes à respecter. Notamment ta femme Jennifer qui t'a dit que tu n'arrêtais pas de battre la jambe comme ça et que tu étais hyperactif. Oui. Ça a l'air que je dois m'améliorer devant la télé, mais c'est correct. C'est correct. On n'est pas des professionnels. Mais toi, tu l'es. Moi, mais on s'amuse. On est là pour s'amuser, puis c'est le but de ce show-là de Golf Nation. Fait que bienvenue, bon samedi. Yes. Fait que plusieurs choses en ce moment dans l'actualité. Le premier tournoi de l'année qui se dispute à Hawaï, c'est le Century Tournament of Champions. En ce moment, énormément de talent sur le leaderboard. Écoute, il y a 16 personnes qui sont proches du meneur en ce moment. Fait que ça va bouger. Moving Day fait vraiment du sens aujourd'hui. C'est Harry English qui mène le leaderboard en ce moment. Il va avoir une bonne saison, Harry English. Oui. Mais écoute, j'ai regardé les highlights hier soir, puis on dirait qu'il lance des flèches. Tout le monde est vraiment... Les conditions sont spectaculaires. C'est vraiment calme en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de vent. Fait que ça a été une belle journée pour le golf à Hawaï. Et on va regarder ça cet après-midi, voir qui va mener à la fin de la journée. Dans l'actualité au Canada, on a eu des grosses nouvelles, puis il faut en parler parce qu'il y a du talent québécois sur le radar des journalistes. Oui, à chaque année, les journalistes, l'Association des journalistes du Canada nomme les joueurs de l'année dans le monde du golf. Il n'y a pas beaucoup de surprises cette année, mais il faut quand même saluer leur travail. Il y a Brooke Anderson qui, elle, à chaque année, depuis son arrivée chez les professionnels, qui honnêtement impressionne toujours cette année pour Brooke Anderson. En 2019, c'était 2 victoires pour elle. En 2020, elle a continué à faire les manchettes. Elle a eu 5 top 10 dans sa saison. Elle a 23 ans. C'est le deuxième plus bas pourcentage moyenne, en fait, de score sur le tour sur la LPGA avec 69,6. Elle est présentement 6e chez les professionnels dans le monde. C'est incroyable ce qu'elle fait. Chez les hommes, Mackenzie Hughes a connu une année exceptionnelle. Male Professional of the Year, c'est le nom du prix qu'il remporte. Il a fait 6 top 10 sur la PGA en 22 départs. Donc, 6 en 22, c'est quand même très bon. Il a 30 ans. Mackenzie Tour, il a terminé 14e dans le classement de la Coupe FedEx. Maintenant, plus proche de chez nous, on les connaît.
Ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Non. Brigitte Thibault, à qui j'ai parlé souvent sur une tasse de thé pour sortir golfer. Brigitte est tellement talentueuse. Elle a gagné l'amateur, le Female Amateur of the Year. Et elle, avec ses performances cette année chez les Bulldogs de Fresno State, elle a eu 2 top 3. Elle a gagné un tournoi. C'est vraiment une année exceptionnelle pour Brigitte Thibault. Elle est très le fun à suivre aussi. De mon hometown. Oui, de ton hometown, de Rosemere, Québec. Rosemere Heights, Québec. C'était pas à Punta Cana, ton hometown? Mais c'est mon hometown, mais là, mon hometown ici, c'est Rosemere. Ouais, c'est ça. Fait que Brigitte Thibault, puis en terminant, Laurent Desmarchais, qui lui a gagné chez les hommes le joueur amateur de l'année. Il a remporté un tournoi sur le PGA Tour Canada Life Series au TPC Toronto. Donc, vraiment, Laurent Desmarchais a connu une année exceptionnelle, autant chez les amateurs que chez les professionnels, à titre d'amateur toujours. Il est grand, il est fort, il va être incroyable. Brigitte Thibault, Laurent Desmarchais, c'est des noms que vous allez entendre résonner dans le monde du golf pendant très longtemps. Oui, ça va être le fun de voir des gens d'ici, de nos voisins, sur le PGA Tour, puis le LPGA Tour un jour. Ça va être le fun de regarder. Oui, vraiment. Dans le monde du golf international, celle-là, ça mijote. Jon Rahm qui signe avec Callaway. Écoute, ça, c'est une nouvelle. Toi, on se textait le soir qui ça pourrait être. Puis quand on a vu le nom de Jon Rahm, vraiment cool. Moi, ça m'excite beaucoup. Oui, mais c'est parce que, attends un peu, tu as le numéro 2 au monde qui change de brand. Complet. Puis le set complet. C'est pas juste le driver, c'est pas juste les phares, c'est l'ensemble des au-delà bâtons. de ça, c'est qu'il part d'une compagnie majeure pour s'en aller vers une autre compagnie majeure, de TaylorMade à Callaway. C'est le joueur numéro 2 mondial. TaylorMade ont allongé beaucoup d'argent pour le conserver. Callaway en ont mis beaucoup aussi, j'imagine, pour l'avoir. C'est une grande nouvelle. La seule chose que j'espère, c'est que ça n'affectera pas ses performances. Le dernier à avoir changé de brand, c'est Justin Rose avec Omna. Puis c'est pas un grand succès pour Justin Rose depuis qu'il a ses nouveaux bâtons Omna. Il faut souligner qu'il a joué 59. Ouais. Sa première partie avec ses nouveaux bâtons, avec son nouvel équipement, 59. C'est immense, mais ça fait juste démontrer que Callaway mise sur des performances, des athlètes qui sont jeunes. Oui. Parce que Jon Rahm, il n'est pas vieux. Il est quand même, il est parti sur le... C'est un Européen, dans le sens que c'est pas quelqu'un... Un autre Spanish. Un autre Spanish, un autre Espagnol. Saludos a mi amigo Jon Rahm. On n'est pas chum, mais on peut parler en espagnol ensemble. Fait que c'est pas un joueur qu'on serait habitué d'être fanatique, mais moi, je le suis. Moi, je suis un fan de Jon Rahm. Ouais. J'ai hâte de voir ses performances, puis j'aime sa passion. C'est un gars qui montre ses émotions. C'est un peu comme moi dans le sens des émotions. On partage ça. Je pense pas qu'il s'insulte autant que tu t'insultes toi-même sur le terrain. Mais s'il jouerait comme moi, il s'insulterait pas mal. Je suis pas mal sûr de ça. Mais ouais, c'est une grosse nouvelle. On va suivre ça assurément. Puis en ce début d'année, on est là-dedans. On est dans les prolongations de contrats. Qui revient avec qui, les annonces, les campagnes promo. TaylorMade ont annoncé que Dustin Johnson allait demeurer chez TaylorMade. Avec l'année qu'il a connue, la victoire au Masters, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est le genre de candidat, de joueur pour qui tu remues ciel et terre pour le garder chez vous. Puis, tu sais, on a dit beaucoup de bonnes choses à propos de Justin, de Dustin Johnson au niveau talent. Puis on a dit beaucoup pas de mauvaises choses, mais on l'a un peu dépeint comme quelqu'un sans émotion, quelqu'un de drabe, quelqu'un qui ne prenait pas le golf au sérieux. Puis c'est un peu l'impression que Dustin nous laisse de par sa dégaine sur le terrain. C'est un gars qui est laid back, qui est relax, il fait ses affaires. Puis je parlais avec Jeff Lebeau, qui est un golfeur amateur, qui est le fils de Stéphane Lebeau, l'ancien du Canadien de Montréal. Puis Jeff joue à El Paso, au Texas, universitaire. Fait que lui, il a la chance de se promener, puis aller dans une coupe de terrain. Puis à un moment donné, il est allé sur un tournoi professionnel, puis il connaissait un des gars sur le terrain en Floride, puis il l'a laissé entrer dans le champ de pratique. Puis, Mané, il est sur le bord du verre de pratique. Puis, il y a Gary Woodland qui est là. Puis, Woodland se met à faire des potes. Puis, Jeff est tout seul avec Woodland. Puis, le Mané, Woodland se met à lui jaser. Puis, il dit comment ça va, Kid? Qu'est-ce que tu fais? Ça va bien, toi? Il se met à jaser un peu. Puis là, Jeff a plein de questions. Puis, il me racontait ça en fin de semaine. On était à Sherbrooke au simulateur. Puis, il me dit, je parle avec. Puis, je dis, c'est qui, selon toi, le joueur le plus sous-estimé mentalement et en termes de préparation sur le tour? Puis Gary Woodland a répondu, c'est Dustin Johnson. Ah oui? Ouais. Il dit, les gens ce gars-là est pas mal plus intelligent qu'il le laisse entrevoir. Ce gars-là est pas mal plus méthodique qu'il le laisse entrevoir. Et son personnage
sloppy un peu. Oui, Fait en sorte qu'il ne devient pas une option naturelle, médiatique pour des features. Fait qu'il y a le temps, la paix, puis le terrain et l'espace pour s'entraîner parce qu'il n'est pas attrayant pour une entrevue, pas attrayant pour un feature tellement il est laid back. Mais si tu suis son Instagram ou celui de sa femme, ça, c'est attrayant. Oui. Parce qu'il s'amuse en temps. Il s'amuse. Oh, il s'amuse. Mais le gars a compris que. Puis il a déjà dit dans une entrevue, il n'y a pas juste le golf dans la vie. Oui. Mais là, ça donne que présentement, c'est le meilleur au monde, avec raison. Puis c'est un gars qui mérite toute l'attention qu'il a présentement. Puis il va être le fun à suivre pour les prochaines années. C'est fou à quel point il frappe la balle. À quel point il est intéressant à suivre. Puis cette nouvelle vague-là, le Ram, Dustin, Colin Morikawa, c'est tellement bon. Oui, Colin, il fait des. Il est en train de monter dans le leaderboard en fin de semaine, fait que ça va être le fun de Marc, ton fairway, tu le frappes à combien, toi? Bonne question. Je l'ai frappé tantôt, Eric, 150 verges, je pense, à peu près. À peu près 150? C'est à peu près 150 que je l'ai frappé. 150, on vous présente Éric Bourdon de Gal 21. Salut, Eric. Salut les boys, ça va? Ça va, merci d'être là ce matin. Bryson DeChambeau a frappé son fer 8 à 205 verges cette semaine. Ouais, ça fait les grosses manchettes et tout. Je pense que c'est quand même des statistiques qui sont hors de tout norme. Là, on a vu ça, quand j'ai vu ça hier, ça m'a jeté à terre. Je me suis dit que je peux trouver un bâton comme ça pour frapper. Il est uplifté, c'est un fer 5 finalement. Exactement, c'est ça. Mais je connais une personne qui est capable de plus ou moins frapper 205 avec un fer 8. Oui. Moi, j'en connais une personne. Une personne. Ouais, c'est notre directeur photo. On ne le voit pas, mais la personne qui est derrière la caméra, un méchant bon joueur de golf. Ça n'a pas de sens. Je l'ai vu assommer des balles de façon incroyable. Oui, vraiment. Oui. Mais non, cette nouvelle-là qu'on t'amène, ça va nous amener aux chiffres sur le simulateur dans les prochaines secondes, mais c'est incroyable ce que Bryson essaye de faire présentement, ce qu'il est en train de démontrer. Puis hier, justement, au Sandford Tournament, il y avait une caméra de Golf Channel sur lui pendant qu'il était au champ de pratique en train de dévisser des balles. Puis ce que Yann nous disait dans le dos, c'est vrai, c'est qu'il a bâti son swing pour jamais se faire mal dans le dos. Oui. Il a bâti son swing pour jamais ressentir. Tu sais, puis tu le sais, tu es dans l'enseignement de golf, il y a beaucoup de professionnels qui ont eu des problèmes de dos parce que le overswing, parce que tout ce qu'on a demandé au dos dans les dernières années, dans la façon d'enseigner, a fait en sorte qu'on l'a tellement mis à profit. Les torsions, hein. Des torsions. Ouais. Puis, tu sais, dans l'enseignement, mettons, de George Gankus, on en parlait la semaine passée, tout vient du bas du corps, fait qu'on libère le haut du dos. Puis Bryson, lui, est carrément ailleurs, mais il est en train de forcer d'autres joueurs à se poser des questions. Il est en train de forcer d'autres joueurs à faire comme, attends un peu. C'est pas gage de succès dans la mesure où il ne gagnera pas tous les tournois auxquels il va participer. Non. Il va partir avec un avantage sur certains terrains où le terrain est vraiment, vraiment long. Hier, il a frappé une drive de 434 verges. 434. Les gars, ils étaient devant lui, ils étaient encore sur le verre. Il a frappé sa drive et la balle est arrivée 15 pieds en arrière des autres sur le verre. Incroyable, hein? Incroyable. Écoute, ça, c'est de l'avantage. C'est sûr qu'il ne sera pas toujours dans le fairway. Mais quand il l'est, mais il n'est même pas dans le fairway, il est sur le verre. Même en n'étant pas dans le fairway, Marc, à frapper à 330, 340 verges comme il le fait à chaque fois, c'est certain qu'il rentre avec des fers qui sont plus courts. Donc, même en étant dans l'herbe qui est un petit peu plus longue, ou même très longue quand on arrive dans les US Open ou peu importe, rentrer avec un fer neuf, un pitching wedge ou un sand wedge pour eux autres devient extrêmement plus facile. Et c'est bien plus facile d'avoir un bon contrôle de balle ou un contrôle de distance, même en étant dans l'herbe un peu plus longue. Mais quand il a dit hier, le monde, ils ont dit, mais pourquoi frapper un fer 8 à 205 verges? Puis il y a du monde qui se pose la question, ça sert à quoi frapper un fer 8 à 250 verges? Mais les fers courts, c'est fait pour relever la balle. Ah oui. Fait que là, il peut être à 205 verges, élever la balle et tomber à côté de la pine. Parce qu'à 205, si tu es avec un fer plus long, mais la balle a tendance à rouler. Fait qu'il faut que tu arrêtes la balle un peu avant puis la laisser rouler sur le verre ou souhaiter avoir un peu de backspin. Ah, mais là, il peut frapper à 205 dans les airs puis tomber à côté de la pine. Ça, c'est un game changer à cette distance-là. La beauté de tout ça aujourd'hui dans l'entraînement, puis c'est pour ça qu'on voulait t'avoir avec nous autres aujourd'hui, c'est qu'avec le fait qu'on peut difficilement voyager, il y a beaucoup de snowbirds, il y a beaucoup de personnes qui se sont rabattues sur les simulateurs. Puis les simulateurs ont toujours été présents depuis plusieurs années au Québec, mais je pense qu'on les abordait différemment qu'on les aborde cette année. Puis je ne sais pas, on dirait que ce qui s'est passé cette année pas forcé, mais a comme mis en tête au monde que hey, on peut jouer au golf 12 mois par année, puis j'ai le goût de m'entraîner puis d'entretenir mon swing 12 mois par année.
Puis, on vous l'a dit là, dans le show aussi à Golf Nation, là, jamais, jamais, jamais qu'on va tomber sur la technique trop. C'est pas ça le but, c'est pas le but de l'enseignement. C'est ce que vous faites avec Golf Nation, puis avec golf21.tv. Si vous cherchez des gens pour vous enseigner, pour les rudiments, allez voir Eric, son partner, Marc-André, vous allez vraiment avoir de bonnes. Nous, c'est pas notre job ici à Golf Nation, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, cependant, c'est, mettons, je vais au simulateur, je veux m'entraîner, je veux devenir meilleur, je suis tout seul, il y a beaucoup de chiffres sur cette machine-là. On va essayer de comprendre c'est quoi la machine, c'est quoi les chiffres, puis on part de haut pour comprendre notre swing pour s'améliorer. C'est la raison pour laquelle on fait les tests. Mais c'est un super bon point, Marc. Marc, excuse-moi, je pense à mon partenaire, Max. Mais tu sais, on parlait tantôt de Bryson DeChambeau. La technologie amène vraiment au golf un second souffle et on est capable maintenant de mettre vraiment des points à des places que les gens, avant, ne savaient pas. Tu sais, comment on frappe un crochet droite-gauche. Le monde pensait que c'était à cause d'un pat, dans le fond, de ton élan qui devait arriver de l'intérieur. Mais on se rend compte maintenant qu'avec notre angle d'attaque, on est capable aussi de frapper des crochets, différents crochets, toutes sortes de balles. Et c'est ça qu'on va démystifier un peu aujourd'hui sur l'écran qu'on a présentement ici. Donc, simulateur Golfin. c'est vraiment simplement de frapper une balle et ensuite, on va pouvoir analyser un peu tes données. Oui, puis qu'on puisse aller voir les chiffres, ont l'air de quoi. Puis là, avec la technologie aujourd'hui, avec le studio qu'on s'est bâti, vous allez voir, vous allez pouvoir, comme dans un jeu vidéo, suivre mes coups de canon à l'écran. Alors, attention. Alors, la première balle est sortie. Le stress est sorti, Max. Ouais, pour la suite. Mais là, je l'ai frappé une petite relax. C'est vraiment, vraiment ça le but. On va mettre les stats à l'écran. Donc, Max, la première chose qu'on devrait regarder quand vous arrivez dans un simulateur, que ce soit dans n'importe quel simulateur au Québec, regardez votre vitesse de balle. La vitesse de balle qui est justement... Donnez-moi un instant. Ouais, OK, ouais, ici. En haut. Oh. Un peu, je vais te le remettre, bouge pas. Mettre ça ici. Un petit peu. On va l'avoir. Qu'est-ce que je veux dire? On l'a base speed est à 99. Exactement. Avec la vitesse de balle ici que tu as frappé à 99 000 à l'heure, qu'est-ce que je voudrais que tu fasses? C'est que tu reprennes le même fer et que tu refasses toujours le même élan. De cette façon-là, on va être en mesure de voir à combien tu frappes ton coup. C'est certain que si tu es toujours à 99 000 à l'heure, une fois tu penses peut-être « Ah, je l'ai bien frappé celle-là » et ta balle sort à 79 000 à l'heure, ça veut dire que tu as perdu 20 000 à l'heure. Là, on va avoir un problème au niveau du contact. Donc, première chose qu'on fait quand on arrive dans un simulateur, on ne se casse pas la tête. Faites juste regarder un peu la vitesse de la balle. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de chiffres. Puis vous pouvez vous perdre assez rapidement sur ces simulateurs-là. OK, on va frapper un autre. Oui, on va regarder ta vitesse de balle. Essaie d'avoir la même vitesse, c'est certain que tu te réchauffais. On va aller voir. Je l'ai frappé un peu plus vite, je pense. Et là, tu vois... On est rendu à 107,5 000 à l'heure. Donc, tu as frappé quand même 8 000 à l'heure de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être, là, en ce moment, c'était ta première balle de la journée, tu n'étais pas réchauffé. Quand vous allez commencer à analyser vos chiffres, une des choses qui est primordiale à faire, c'est réchauffez-vous avant. On ne veut pas commencer à regarder des statistiques sans être prêt à donner notre maximum d'effort. Donc là, tu commences à être plus réchauffé, c'est certain que ta vitesse de balle va augmenter. Parce que la machine a cette belle propriété-là de nous montrer la trajectoire du bâton aussi. Exactement. Je pense que tantôt, tu as dit un bon point, sans qu'on aille trop dans les technicalités de ces machines-là, des simulateurs. Si on veut commencer à faire des crochets de droite-gauche ou de gauche à droite, on doit s'assurer d'avoir un pat, donc un bâton qui s'en va dans une bonne direction avec une face de bâton qui est ouverte ou fermée par rapport à notre pat, notre swing direction. OK. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que ça nous permet... Ma balle est rendue où? Je pense... Ouais, t'es rendu là. On va la chercher. Mais tu sais, ce qui est intéressant maintenant là, avec toutes ces machines-là, c'est que ça nous permet de comprendre coup après coup, puis justement, de faire en sorte que ça soit plus facile de s'améliorer parce que tu le vois directement à l'écran. Exactement. Okay. On va essayer. Ah, puis présentement, on est en Arizona, à True North, en Arizona. Alors, attention. Tu vois, ça là, j'ai frappé à terre un peu, je le sens. On a entendu, puis ça va sûrement aussi tout de suite affecter ta vitesse de balle. Ça, c'est sûr. C'est officiel.
Parce qu'à la base, là, le smash factor est un des chiffres qui est important, qui est la combinaison d'à peu près toutes. Là. Exactement. Dans le fond, le smash factor, si je peux te le dire dans des mots assez simples, c'est la vitesse de la balle divisée par la vitesse de ton élan. Okay. Donc, ici, dans le fond, tu as eu une vitesse d'élan de... On ne le voit pas sur... tu as eu une vitesse de balle de 97,6 000 à l'heure. Donc, tout de suite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au premier point? Ça veut dire que ton contact n'était pas parfait parce qu'on se rappelle, ton dernier coup, tu es monté à 107,3 000 à l'heure. Donc, assure-toi vraiment de frapper dans le milieu de la face du bâton. On entend souvent Max parler des gens. Pourtant, pour frapper plus fort, il faut que je swing plus fort. Eh bien, si on n'est pas capable de frapper en plein centre du bâton, eh bien, on va perdre de nombreuses verges. Donc, on doit s'assurer vraiment d'avoir un bon smash factor. Et c'est là que le contact est vraiment en ligne de... C'est ce qu'il faut parce que, tu sais, il y a tellement de données là-dessus que c'est ce que je voulais qu'on fasse, qu'on regarde la base, c'est quoi, puis rapidement, tu sais, un crash course de 5 minutes de je regarde quoi. Parce que quand on va au simulateur, souvent, là, on fait 2 swings de pratique, après ça, on embarque, puis on joue, mais c'est un excellent moyen d'aller passer 1 heure dans le range, vraiment, puis de comprendre notre swing plus que d'aller dans un champ de pratique où on n'a pas de données. Vraiment. Je vais essayer swing normal à vitesse. Tu vois, je l'ai frappé sur la tête, celle-là. Ça l'arrive. Oui. Celle-là, on va l'oublier. On va en prendre un autre. Celle-là, on va l'oublier. On va en frapper un autre. Mais quand même. Puis, si je peux, Max, tu sais, là, on a un bon exemple ici. Tu viens d'en manquer une. Okay? Ouais. Puis, il y a beaucoup de gens qui se disent, des fois, qui arrivent sur une normale 3, sur un normal 4, peu importe, ils disent je suis à 130 verges. À 130 verges, c'est mon fer 8. Mais si votre fer 8, vous le frappez une fois sur 10 à 130 verges, c'est pas votre fer 8 que vous devez c'est c'est pour ça qu'un peu, quand vous allez dans un simulateur, regardez la distance que vous faites aussi. Max, ça fait 5-6 balles que tu frappes. OK, ton fer 8, tu le frappes à peu près à 150 verges. On va dire, tu sais, je n'ai pas regardé tes chiffres. Tu viens de la manquer, celle-là. Rentre-la pas dans la ligne de compte. Tu ne peux pas calculer ce chiffre-là. Si jamais tu en frappes une parfaitement, puis avoir 165 verges, c'est pas ta distance. Tu dois l'oublier aussi dans le sens que si, à un moment donné, tu te dis, j'ai une pine qui est dans le fond, un drapeau qui est dans le fond du verre à 165 verges, puis je veux viser le milieu, bien, je peux prendre un fer 8, puis je sais que si je la frappe parfaitement, je vais arriver au drapeau. Si, avec tous les chiffres que j'ai été capable de comptabiliser dans le simulateur, je frappe mon fer 8 régulier, eh bien, je vais arriver en plein milieu du verre, puis je vais être capable après ça de peut-être effectivement rouler. OK. On va frapper une dernière avec le fer, après ça, on va tomber dans le gros bâton, dans le driver. Alors, attention. Ouais, celle-là est solide. Oui, beaucoup mieux frappé. Celle-là, je l'ai pogné clean. Ça ressemble à ce que je frappe sur le terrain parce que le simulateur est quand même très proche de la réalité la majorité du temps. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de golfeurs professionnels maintenant qui utilisent ces simulateurs-là pour savoir vraiment leur donner. Quand ils arrivent sur le terrain, ils sont en mesure de savoir comment à quelle distance qu'ils frappent leur fer 8. On peut voir ici, Max, première chose, ta vitesse de balle, c'est ta plus grande vitesse de balle à 110 000 à l'heure. Et ton smash factor a augmenté à 1,25, ce qui est vraiment meilleur que tes derniers. Mais le chiffre magique est toujours 1,5. Non, parce que dans le fond, ton chiffre magique, si 1,5, ça veut dire que tu devrais frapper une vitesse de balle à 150 000 à l'heure avec un fer 8, avec une vitesse d'élan à 100 000 à l'heure. OK, je comprends. Ce qui commence à être vraiment énorme. Je comprends. Le chiffre magique de 1,5, tu as raison, mais c'est vraiment pour le bois de départ. OK, écoute. On va sortir mon driver, on va en frapper quelques-unes avec le driver parce que dans toute bonne pratique, il y a toujours une séance de 15-20 balles le plus fort possible. On aime ça, les amateurs, faire ça. Puis, les chiffres sur le simulateur avec le driver, c'est probablement là où on peut le plus s'améliorer, surtout dans le club pad. Alors, attention. OK. Oh non! Je le sais. Les poignées sur le coin extérieur droit, mais... C'est un bon miss qu'on appelle. Ouais, c'est un bon miss. Si t'es pas mis dans le trouble, on peut voir, Max, tu as quand même une vitesse d'élan très rapide. Tu sais, là, tu viens de t'élancer à 108 000 à l'heure, qui est très, très, très rapide. On vient juste de parler du smash factor, comme quoi qu'on disait qu'un bon smash factor avec le driver était de 1,5, était à 1,37. Donc, il y a quand même un petit point 13 qu'on est capable d'aller chercher supplémentaire qui va te permettre de frapper beaucoup plus loin, d'aller plus de distance. Cette partie-là ici, là, on voit que je suis sorti à l'extérieur. Quand j'ai dit « oh non », ce que j'ai senti, c'était ça. Je j'étais rentré vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que tu as une face qui est très, très neutre. Sauf que ton problème ici, c'est que tu es arrivé vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ce qu'on appelle un peu en anglais
le over the top. Ouais. De 4,9. Qu'est-ce qui serait important ici, c'est qu'on essaie d'aller chercher vraiment des chiffres qui sont le plus vers le 0. Là, à l'intérieur de 2 et 0, c'est excellent. Ça va permettre vraiment d'avoir une direction d'élan, une direction de patte qui est beaucoup plus stable et neutre. OK. On va frapper un autre. Mais ça, on va frapper une solide là, pour les gens qui nous regardent. On a vu des beaux 300 tantôt, en tout cas. Un. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais j'ai pas eu le carpat. Je disais ça pour Max. Attends un peu. C'est à terre. À terre. J'ai encore le même feeling sur celle-là, tu vois. Dans la Gadou. Non. Encore frapper un peu sur le talon. Ouais, mais j'ai senti. Puis, tu sais, là, tu vois, je joue assez de golf pour sentir quand je sors à l'extérieur. Comme là, je le vois tout de suite dans le club pape. Oui, exactement. Tu es arrivé de l'extérieur vers l'intérieur, mais ta face est tellement neutre présentement, c'est ça qui va donner de la rotation à ta balle et qui va faire cette petite slice de gauche à droite. D'essayer une dernière, ouais. Une bonne, là. Plein milieu du fairway. Joke plate, ta face est aussi plate que celle de Dustin Johnson. Ah ouais, let's go. Là, on en parlait tantôt de ralentir un peu ton élan pour t'assurer de frapper en plein milieu de la face du bâton. Puis tu vois, ça peut toujours t'aider. C'est ça que je me suis rendu compte cette semaine parce que j'étais au simulateur, je frappais, puis là, j'essayais des fois d'aller chercher de la vitesse dans mon élan. Mais là, la vitesse dans mon élan, je pouvais monter à 118, 119, ce qui est beaucoup plus vite que ce que je frappe d'habitude. Je gagnais de la distance, mais j'étais tout partout. Là. Le père de Tiger Woods disait tout le temps, tu peux swinger le plus fort possible, mais si tu perds l'équilibre, tu descends de vitesse. Ouais, de cette façon-là, si tu es capable de rester en contrôle tout au long de ton élan, tu mets les chances de ton côté pour frapper en plein milieu de la face du bâton. Totalement. Celle-là est solide. OK, était... Oh non, pas dans la trappe! C'est correct qu'on ait un simulateur, c'est l'avantage. Tu vois, celle-là, là, j'étais à 106, donc... Tu as réduit ta vitesse d'élan, mais regarde ton smash factor, par exemple, tu es allé chercher 0,7 de plus et ça fait une énorme différence au niveau de ta distance. Donc, ta vitesse d'élan était moins rapide, ta vitesse de balle était un petit peu plus rapide. C'est ça qui t'a permis d'aller chercher un peu plus de distance. Puis, j'en ai frappé une dernière, on va geler les chiffres à l'écran, puis juste qu'on explique là, que les gens qui nous regardent prennent des notes, là, ce qui est important de regarder quand vous allez aller frapper des balles. Merci d'en mettre une dans le fairway, c'est intéressant. Bon! Je pense que celle-là, on l'a. Là. On va en avoir une. Ça va prendre un bon kick. Hey, c'est pas large! On est correct, on est correct. On est correct! La meilleure, en plus. Celle-là, c'est vraiment ma meilleure. Fait que, tu sais, si on regarde les chiffres à l'écran, d'habitude, je suis un petit peu plus rapide que ça sur... Bien, tantôt, je t'ai lancé à 112, 113, 114 000 à l'heure. Là, tu es à 106, donc tu as quand même diminué de beaucoup, sauf que ton smash factor a augmenté. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par smash factor? Je vous rappelle, c'est la vitesse de votre balle divisée par la vitesse de votre élan. Donc, 152,4 divisé par 106,2. Ça va vous donner un smash factor de 1,44. Mais cette combinaison-là, tu sais, sans tomber dans les formules mathématiques, c'est plus tu te rapproches de 1,5, plus ton impact était clean, si on peut dire. Exactement. Si vous êtes capable de frapper toujours à 1,5 comme les gars du PGA Tour et du LPGA font, eh bien, vous allez être en mesure d'aller maximiser votre distance le plus possible. C'est un peu ce que Bryson DeChambeau essaie de faire présentement. C'est qu'il a sorti en entrevue hier comme quoi qu'il voulait arriver à 210 000 à l'heure de ball speed tout en ayant un smash factor aussi bon. Mais c'est un peu ça qu'il veut représenter. Oui, totalement. Hey, Eric, un gros merci. Merci d'être passé. Un grand plaisir. Je sais que vous avez connu une belle année en 2020 avec Golf 21, avec ton partenaire Marc-André. Si les gens veulent vous rejoindre, si les gens veulent des conseils de golf, résume-nous comment ça fonctionne, Golf 21? Eh bien, Golf 21, on est une académie de golf en ligne et vous pouvez nous retrouver sur www.golf21.tv. On a des programmes d'entraînement qui se font à partir de la maison, donc c'est le temps idéal en ce moment, malheureusement. Mais donc, vous pouvez vous entraîner à partir de la maison. On a des programmes d'entraînement physique, des programmes pour le golf, des conseils en préparation physique, en préparation mentale avec une psychologue. Donc, vraiment, on est une académie qui est complète, pas juste sur le golf, mais pour votre corps en général. J'espère que les gens vont profiter de ce service-là parce que c'est deux jeunes enseignants qui sont dans l'air du temps et qui prennent le golf comme ça doit être pris aujourd'hui en 2021 avec le fun en haut de la liste. Puis, il y a quoi que vous faites que j'aime beaucoup. Vous incorporez la partie mentale, comment aborder la partie même chez l'amateur. Oui, on se rend compte que de plus en plus, le monde peut-être laissait ça avant d'aller. Puis même si on est là
99,9% du monde qui joue au golf sont là pour avoir du plaisir. Mais si je te pose la question, c'est quoi ta meilleure game? Tu vas tout de suite me dire, j'ai déjà joué 68. Puis là, je vais te dire, comment ça, tu le sais, c'était là pour le fun. On est tout le temps là dans un mindset qu'on veut s'améliorer, puis on se rend compte que la concentration, la méditation, être bien dans son corps, c'est un des points clés. Tu sais, on voit souvent des golfeurs qui arrivent, qui sont pressés pour aller au golf. Ils attachent leurs souliers à la du premier. Prenez votre temps, on est là pour avoir du plaisir, puis si vous êtes serein, bien, vous allez être en mesure d'avoir des bonnes games. Absolument. Hey, Éric, un gros merci d'être passé. C'était bien le fun. Puis on va te retrouver golf21.tv si les gens ont des questions. Bon, c'était le fun, ça? Oui, c'était le fun de te regarder Scramble un peu. Oui, Scramble. Non, mais ce qui est intéressant, là, c'est mettre des chiffres sur ce qu'on essaie de comprendre à l'écran. Parce qu'il y a tellement de chiffres là-dedans, c'est comme des formules scientifiques. Puis là, crime, on le fait, on le voit, puis on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Mais c'est un peu comme quand on va au driving range, ça, il ne va pas avec un plan de match de comment pratiquer, puis de tout mettre ça en œuvre. Mais ça ne vaut rien aller juste frapper des balles. Oui, ça va tenir un peu plus lousse, mais si tu n'as pas les stats pour pouvoir t'améliorer, mais ça ne s'améliorera pas énormément. Savoir comment utiliser ça, surtout avant que la saison commence. Mais, ça va rouvrir un jour. Là, malheureusement, les simulateurs doivent fermer ce soir sous les recommandations du gouvernement. Salut Éric, merci d'être passé. Hey, salut! Bye-bye, merci d'être passé. Mais pour vrai, ça va être important pour les gens qui vont aller s'entraîner là, juste d'avoir, tu sais, parce que tu frappes des balles, les chiffres t'apparaissent dans les... Oui. Là, c'est ça. Mais j'espère que ça vous aura aidé au moins à démystifier tout ça. Je parlais avec lui de l'aspect mental. Il parlait des meilleures parties qu'on a jouées, de l'équilibre entre ta meilleure partie puis comment tu te sens. C'est le sujet du prochain segment. Ben oui. Moi, je l'ai proposé à Max parce que je suis fier de celle-là. On voulait parler un peu de notre meilleure ronde de golf en 2020 parce que ça fait partie de notre bagage. On regarde, c'est les histoires, c'est comme les histoires de pêche. Là. On parle toujours du plus gros poisson, mais dans le golf, on parle toujours de notre meilleur match. Et si j'aurais frappé telle balle de telle façon, j'aurais cassé, j'aurais brisé le 80. Tu sais, c'est toutes ces choses-là. Fait que je voulais parler un peu de notre meilleur match, juste pour mettre un peu piquant dans les affaires. Il y a une surprise là-dedans. Parce que là, on vient juste de voir Max frapper des balles à 290, 200. Il y a 2,92 ma plus longue. 2,92. Mais tu vois, je me tiens un peu là-dedans. Là, OK, tu vois, moi, je ne suis pas là. On le sait. Mais j'aurais été dans le fairway plus souvent que toi. Là. Oui, ça oui. Oh, oui, c'est sûr. Moins loin, mais dans le fairway. Oh, oui. Fait que Max, parle-moi de ta meilleure ronde de golf. Puis il y a deux façons de voir une meilleure ronde de golf. Il y a une façon de le voir, le plus de fun que tu as eu pendant ta game ou ton meilleur score. Fait que moi, je vais te demander le plus de fun que tu as eu sur un terrain de golf parce que moi, ça donne que mon meilleur score, c'est le plus de fun que j'ai eu. Oui, aussi. Ben, en fait, moi, j'ai 3 parties bien vite qui me viennent en tête, puis je te les résume rapidement. Okay. Puis il y en a une que c'est la même. J'ai joué à Saint-Jean dans la campagne Sortez golfer avec Éric Briand, qui est DG à Saint-Jean, Marc-André Champagne, qui est un enseignant exceptionnel, et la joueuse professionnelle du Symetra, Caroline Sio. Okay. On a joué en équipe de 2. On a joué un petit match, mais on a tellement eu de fun. On s'est challengé, on s'est tiré la pipe. Puis le club de golf de Saint-Jean, c'est un des clubs qui est, selon moi, un des plus sous-estimés au Québec en termes de difficulté de golf. Okay. C'est un terrain qui n'est pas très, très long, le club de golf de Saint-Jean, mais quand même qui représente un bon défi de golf de par où tu dois frapper la balle. Mais c'était une des rares fois dans l'année où j'ai joué en équipe dans une formule de baseball. On fait des points, il faut vous rattraper. Là, on est là, on se tire la pipe, on s'écœure un peu. Puis j'ai joué avec 2 professionnels aussi. Fait que Caroline Sio sur le Symetra, ça fait 6 ans qu'elle joue au golf, elle est déjà professionnelle. Toi, tu as joué avec qui? Moi, j'étais avec Caroline. Contre Marc-André et Éric. Elle devait avoir le dos qui mal à mâcher quand elle a fini à force de te traîner. Ça ressemble pas mal à ça. Minimum. Mais écoute, ça, c'est une bonne game. C'était vraiment le fun. J'ai ma meilleure partie de l'année. En termes de score, je l'ai joué ici au Versant sur le parcours des Seigneurs. Étant membre ici, je le joue souvent. Fait que tu viens que tu connais le terrain. Ça va super bien. Puis. C'était quoi le score? 74. 74. J'ai jamais. Non, mais tu sais, on ne joue pas pour le score. On joue pour avoir du fun. Oui. Si tu joues bien, c'est un bonus. Oui. Sauf que cette partie-là, on dirait que tout était là. Tout marchait. Tout était parfait. Tout allait bien. On était-tu ensemble cette journée-là? Non, j'ai joué. Parce qu'on a joué une journée ensemble où ce qui a commencé à mouiller à Sio. Ouais. Écoute, c'était
vraiment, là, le terrain, tout le monde est rentré. Puis Max, on était rendu, je pense, au 16e, ou 15 ou 16. Puis Max, il dit non, on n'arrête pas. Je suis comme 2 over. J'étais 2 over, je pense. On était tout trempe. Écoute, c'était l'enfer. Puis toi, tu as dit non, on a fini. Puis on a fini la ronde de golf. Oui, on a fini. Puis tu sais, la partie mentale qu'Éric parlait tantôt, c'est qu'il ne faut pas que je regarde ma carte. Il ne faut pas que je regarde, je suis rendu où. Moi, je suis sur une quête depuis 3 ans à m'entraîner, à jouer beaucoup. Pas parce que je veux virer pro et je veux gagner de l'argent avec ça. Là. Juste parce qu'une fois dans ma vie, là, je veux marquer 72 sur une carte de golf. Une fois. C'est ce que je demande. Dans toute ma carrière de golf, je veux 2 choses. Je veux jouer Bandon Dunes puis je veux jouer 72. Mais tu vas sûrement l'atteindre cette année. À mon avis, tu t'es entraîné plus souvent cet hiver dans un simulateur que jamais. Ah, écoute, c'est un... Tu es en train de garder ta forme, chose que tu n'as peut-être pas faite avant. Oui, là, je joue beaucoup plus cet hiver. J'ai hâte de voir, mais tu sais, c'est un... Puis, tu sais, je vois plein de monde, là, des gens qui nous écoutent, des gens qui me suivent sur Instagram, qui vont avoir des setups dans leur cours, dans leur garage, qui s'entraînent. C'est incroyable. Vraiment incroyable. C'est incroyable. Là, ce qui me reste à corriger, j'ai la game, les coups. Ce qui me reste à corriger, c'est la prise de décision parce que je fais encore partie du groupe de joueurs qui ne lay-up pas. Ouais. Moi, là, je ne lay-up pas. Un par 5, c'est un driver, un bois 3, un driver, un bois 7. Je refuse, même s'il y a de l'eau alentour, le green serait gros comme la table. Dans ma tête, j'ai une chance de le faire tout le temps. Puis c'est ça qui me met dans le trou. Et c'est ça qui est le fun. J'ai plusieurs photos de Max en dessous d'un arbre, à 4 pattes, en train d'essayer de sortir sa balle parce que au lieu de dire je vais dropper, je vais prendre le coup puis je vais me rendre sur le verre, il décide de le frapper à 4 pattes en dessous de l'arbre. Fait que ça, c'est 74. Ta game à Saint-Jean, puis c'était quelle la dernière? La dernière, c'était un match qu'on a joué en équipe, moi et Éric, contre toi et Marc-André Champagne de Golf 21. Fait mal. On a joué à Mirabel à Glendale. Et on tirait de l'arrière. On a tiré de l'arrière pas mal tout le long, moi et Éric Bourdon. Oui. Puis au 18e, j'ai fait un eagle avec une shot de bois 7 que j'ai mis à 1,5 pied de la pin pour remporter la partie. On était, écoute, cette journée-là, j'ai bien joué quand même parce que Marc-André, écoute, il faisait des bonnes drives et tout, mais c'était pas sa journée. Il n'était pas fier de lui. Puis c'est un golfeur qui a joué du gros golf. Ça, c'est du gros golf. Faudrait qu'on en parle un jour de son parcours. Mais on est arrivé, on était one-up, je pense, au 16e. On est arrivé égal au 18e. Là, Max, il sort la meilleure drive de la journée. Player. Et là, moi, je suis en plein centre du fairway, un peu plus loin. Marc-André, il a dépassé le fairway. Qui était dans l'herbe longue. Ouais. Max est au milieu et Eric a manqué sa drive un peu. Fait que là, Max, il était à combien? 200? C'était à 229 verges. Et Max sort son bois 7. Bois 7. Je suis un des seuls au Québec qui joue avec un bois 7. Je suis convaincu. Quand toute fois je me fais fitter et je dis je vais vous prendre un bois 3 et un bois 7, tout le monde est comme un bois 7. Ouais. Et ça, c'est une vieille affaire. Là. Mon oncle travaillait chez Chuck Brown il y a plusieurs années, puis j'ai eu un petit bois 7 King Cobra Hyper Steel. Une petite affaire que j'ai gardée dans mon sac pendant 13 ans, puis j'ai tout le temps fait des shots magiques avec. Puis j'ai tout le temps gardé un bois 7 dans mon sac depuis ce temps-là. OK. Fait que tes 3 games. Puis je t'avoue que celui-là, écoute, on a eu du fun. Hey, j'ai adoré ma game, mais je vais dire que ma meilleure game de l'année, c'est quand j'ai battu Max Lalonde, fair and square, pas de coup donné, au Mont-Bruno. Hey, écoute, ça, là... je jouais mal. Là. Je jouais mal, ça ne marchait pas. Non, mets ça de l'inverse. Marc, il jouait très bien. Écoute, il ne manquait pas ses shots. C'est vrai. Vraiment le putting. Le putting, c'était là où ça c'est vraiment la différence entre toi et moi cette journée-là, c'était le putting parce qu'on ne manquait pas nos drives, on était quand même bien. Écoute. Mais ton score sur le putting, premier tour, 3 potes. Non, 4 potes. 4 potes. 4 potes. Écoute, ici, là, sur la table, on a le livre, c'est le Mount Bruno Country Club History. Parce qu'il faut comprendre, Mount Bruno, c'est un club qui est historique au Québec. Et on a eu la chance d'être invités à jouer là-bas. Oui. Avec Diane Hébert, que je salue d'ailleurs. La présidente et une personne qui a un vécu dans le golf. Ancienne présidente de Golf Canada. Elle a fait énormément pour le golf. Gentille, c'est incroyable. On a passé une belle journée. Puis dans les premières pages, quand on s'en allait vers le premier trou, puis elle dit, là, je vous dis tout de suite, les gars, vous allez voir les verts, c'est difficile. Puis moi, j'étais là, premier trou, 4 potes, elle passe à côté de moi, elle dit, Welcome to Bruno. Et ça a été comme ça. Puis je trouve ça plate d'être tombé sur cette journée-là pour jouer aussi mal que ça dans un terrain aussi select
que celui-là, mais ça a tellement été une belle journée, ça a tellement été le fun. Mais oui, Marc m'a battu fair and square. Fair and square, pas de coup. J'ai joué 82 cette journée-là, mais mon meilleur score à vie, c'est 79. Puis c'est à Glendale, justement, il y a quelques années. Mais 82 pour 2020, je suis vraiment content. Puis j'ai battu Max. Ça, là, c'est la série sur le Sunday. C'est assez. Ouais. On va aller rejoindre notre deuxième invité aujourd'hui. On le rejoint en direct de la belle ville de Québec. Je pense qu'il déménage dans pas long parce que c'est le nouveau professionnel en titre au club de golf Pine Grove. Ça a été annoncé dans les dernières semaines et c'est tellement une belle nouvelle. Louis-Alexandre Pitt. Salut, Louis! En direct de la belle ville de Québec. Je pense qu'il déménage. Il est en train de se joindre. Il est là. Salut, Louis-Alexandre. Comment ça va? Salut la boys, ça va bien vous autres? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend super bien. Là, est-ce que tu es dans ta nouvelle maison ou tu es encore à Québec? Là? Ah, je suis encore à Québec. Donne-moi une petite seconde, je vais fermer quelque chose ici. Le live Facebook de l'autre côté. Je suis encore chez moi à Briqueville, là, à côté de la tempête. On déménage le 19 février à Saint-Jean. Hey, écoute, quand on a vu la nouvelle, la première des choses, on a dit quel changement de vie, parce que je le disais tantôt, le premier trio dans le golf au Québec, c'était toi, Fred Raymond et Kevin B. Tremblay à la tempête. Moi, je le voyais comme ça. Ce que vous avez fait avec ce club-là, pour un club privé, le mettre sur la map de cette façon-là, puis d'en faire un bucket list club pour tellement de monde, c'est un travail d'équipe. C'est une grosse décision professionnelle là, pour toi de quitter la tempête. Ouais, c'est sûr que, premièrement, j'ai eu une super belle opportunité avec Pine Grove qui m'a approché. On a eu des bonnes discussions. Puis ce qu'ils m'ont présenté comme projet futur, les responsabilités, c'est en plein ce qui vient me chercher, le service aux membres, développer des nouveaux projets d'enseignement, d'académie, de service aux membres. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans le golf. En plus d'enseigner, bien sûr. Donc, à la tempête, j'étais très heureux. Je vais faire une parenthèse là-dessus. J'avais eu André Raymond, qui est le fondateur de la tempête, qui est le directeur général. C'était un mentor extraordinaire pour moi. Et où est-ce que je suis maintenant, c'est grâce à lui en grande partie, du côté gestion et apprentissage de l'industrie du golf. Alors, c'était une belle école, mais j'étais rendu ailleurs dans mes objectifs de carrière. J'ai fait mon bout de chemin à la tempête. Puis là, Pine Grove s'est pointé le bout du nez. Puis je suis vraiment excité, moi et ma famille, toutes les quatre s'en aller sur la rive sud de Montréal. Bien, Louis-Alexandre, est-ce que c'est... Parce que là, tu pars de Québec, Briqueville, tu habitais à côté de la tempête. Ouais. Là, tu déménages. Tu es un gars de où originairement et est-ce que ça va être ta première expérience à vivre dans le trafic, dans la grande région de Montréal? Hey, honnêtement, je suis un gars d'un peu partout. Mon père était transféré souvent pour le travail, mais moi, je suis né à Joliette. Okay. J'étais là quelques années, mais on s'est promené une dizaine de fois là, avant mes 18 ans. Là. J'ai habité à Québec, à Saint-Georges, à Beauce. On a habité à Saint-Bruno pendant des années. Okay. Donc, pas loin de Pine Grove. Je connais un peu la vie de Montréal. C'est sûr que j'étais jeune dans ces années-là. Puis là, s'en aller à Saint-Jean, c'est pas tout à fait Montréal, c'est la Rive-Sud. Il n'y aura pas trop de trafic. Ça sera pas, je pense pas qu'on va être comme le centre-ville de Montréal. Ça va être plus de monde, mais c'est excitant, les grandes villes. Ça va être une nouvelle expérience pour ma blonde et nos deux petites filles. Parlons un peu de Pine Grove. C'est un club qui est mythique. C'est un club dont tout le monde parle. C'est un club exceptionnel. Rémi Bouchard a été là pendant plusieurs années. Rémi a quitté pour le Mirage. Il a fait un travail exceptionnel. Rémi, c'est selon moi, avec Carlo Blanchard et d'autres grands noms parmi les professionnels, les légendaires au Québec. Quand l'opportunité de Pine Grove est arrivée, ça signe. En fait, ça témoigne chez le club de golf de Pine Grove un désir de peut-être rajeunir ou de peut-être insuffler un nouveau vent là-bas, peut-être? Bien, Rémi était là, c'est ça, pendant 5 ans. Puis moi, d'être approché pour prendre la suite à Rémi, c'est une super bonne heure. Puis c'est une des questions que je leur ai posées aussi. Tu sais, pourquoi un gars de... J'ai 35 ans, fait que je ne suis pas si jeune que ça, puis je ne suis pas vieux non plus. Je suis entre les deux. C'est que leur membership rajeunit beaucoup aussi. C'est très familial. Ouais. La branche de joueurs, il y a beaucoup de très bons joueurs compétitifs. On aura peut-être la chance d'en parler. Mais il y a aussi le côté famille au club de golf. C'est un club de golf privé, mais qui est très familial. Donc, je pense qu'il va aller chercher quelqu'un qui est jeune comme moi, qui a une famille, qui va impliquer sa famille dans le club de golf, puis développer des projets autour du joueur de golf, de la conjointe, des enfants aussi, là, de faire vivre cette expérience familiale-là au complet. Il y a un beau petit setup de piscine assez impressionnant au club de golf. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Honnêtement, là, pour les kids, faire des camps de golf, tu joues un peu au golf, tu pratiques, après ça, tu vas jouer dans la piscine, ça fait des méchantes belles étés. Alors, bien, tu vois, tu parles de la côté familial et ça, c'est une des choses qui c'est encore un mystère, les clubs de golf privés. Souvent, on ne sait pas c'est quoi le vie de club parce que ce n'est pas tous les golfeurs qui font partie, on ne peut pas se le cacher, la plupart des golfeurs au Québec, c'est des golfeurs qui se promènent
des golfs. Fait que des golfs comme Pine Grove, Mont-Bruno, on ne sait pas c'est quoi la vie de club. Et je pense que, et ce n'est pas une approche, mais il y a beaucoup de clubs qui sont moins axés sur les réseaux sociaux et partagent cette vie de club-là quand on parle d'un club privé. Et je l'ai dit à Max tantôt, je l'ai vu, je commence déjà à avoir des posts sur Facebook, Instagram, sur Pine Grove. Puis j'imagine on va découvrir encore plus à fur et à mesure. Mais je trouve ça le fun qu'on va avoir un peu d'insight parce que à moins que tu deviennes membre, des fois, c'est un mystère et les gens ont peur de prendre le téléphone, d'appeler et de dire... C'est intimidant, des fois, on dirait. C'est intimidant parce que tu ne sais pas si tu fais partie du groupe. Mais une fois que tu es rentré, c'est là où tu commences à voir que c'est tellement de monde qui se partage les mêmes façons de voir les affaires, la même culture, les mêmes habitudes et c'est très familial, comme Louis il dit. Oui, puis c'est ce que tu as fait sur les réseaux sociaux, de rapidement faire comme « Hey, venez nous voir, ça va être le fun à Pine Grove. » Ben, c'est ça, j'ai lancé la page Facebook et Instagram de Pine Grove cette semaine. Il n'y en avait pas. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu. Ça va aller progressivement que je veux faire connaître parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre avec Pine Grove. Je suis nouveau. Donc, progressivement, mon expérience, puis les services qu'on offre, puis la vie de Pine Grove, je veux la faire connaître aux golfeurs de la région de Québec, de la province de Québec, excusez-moi. Ben oui. On va la découvrir un peu en même temps aussi. Donc, j'ai bien hâte de la partager. Moi aussi, j'ai hâte. Tu en as parlé tantôt, l'élite du Québec, la majorité des excellents golfeurs amateurs du Québec s'entraînent à Pine Grove. Moi, j'ai vu Étienne Brault avec son sac de Pine Grove, j'ai vu Joey Savoie, j'en ai vu plein. Ça a été la signature de Pine Grove pendant longtemps d'être la terre d'accueil des golfeurs qu'on va voir dans le golf professionnel. Ça, c'est quelque chose que tu veux poursuivre, continuer? Ah, c'est sûr et certain. Puis déjà, il y a un programme d'implanté à Pine Grove pour aider ces jeunes-là. C'est de juniors à amateurs, après ça, à jeunes professionnels, à les faire cheminer. C'est des gens que tu veux aller dans la compétition ou non, ces jeunes-là sont encadrés. Fait que moi, je trouve ça important parce que moi, j'ai été encadré quand j'étais plus jeune. Puis ça m'a amené, moi, je suis resté dans le golf, fait que ça m'a amené où est-ce que j'en suis maintenant, mais d'autres, ça va les amener dans le milieu des affaires ou d'autres choses. Donc, c'est quelque chose, moi, j'ai encore l'instinct de compétition dans moi, même si j'ai plus beaucoup de temps d'en faire. Donc, avec ces jeunes-là, de partager mon expérience aussi que j'ai eue, moi, de l'université aux États-Unis, puis mes années sur les circuits américains. Je suis capable de les aider un peu, de les guider là-dedans, mais moi, ça va me faire triper bien raide, ça va me refaire vivre un peu ces belles années-là. Là. Mais c'est fou parce que tu parles justement de tes années d'université américaine. Tu l'as dit, tu as 35 ans, puis tu en parles comme si ça faisait une autre génération. Ton parcours dans le golf, pour les gens qui te connaissent un peu moins, tu as joué avec des gars qu'on voit au Golf Channel. Là. Ah, ben là, juste si vous écoutez le golf à Hawaii cette semaine, il y a à peu près le quart du field, le quart des gars qui jouent que j'ai côtoyé, pas régulièrement, mais dans des tournois, qu'on jouait dans le même tournoi, que je ne connaissais pas, il y en a que je connaissais. Ouais. Donc oui, j'ai un beau bagage de golf. Puis le golf, ça m'a fait vivre plein d'expériences de compétition, mais de me faire des chums à travers le monde. Je vais juste vous faire une histoire courte. Moi, je suis parti de Québec en 2005. Je suis parti à Charlotte, en Caroline du Nord. Ça s'appelle Pfeiffer University. Fait que j'ai joué sur l'équipe de golf là-bas qui est sur la NCAA. Et nous, on était une division 2. C'était division 1, 2, 3 golf. On était division 2, mais on était top 10 dans la nation ces années-là. Alors, c'était très compétitif. Puis le coach recrutait à travers le monde. Fait que je me suis fait des chums en Angleterre, en Australie, en Écosse, en Irlande, en Afrique du Sud. Puis ces gars-là, je leur parle encore maintenant. C'est des chums qu'un jour, je vais avoir la chance de voyager chez eux, de visiter leur patelin, tout ça. Et je me souviens plus ce que je voulais aller avec tout ça. Mais mon bagage... Les joueurs que tu as affrontés, tu as notamment joué contre Patrick Reed, c'est ça? Oui, ça, ben, j'ai joué à quelques reprises avec lui sur le même groupe. Puis la dernière fois, c'était en 2010. Puis ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de golf parce que c'était au US Amateur à Chambers Bay. Puis il y a l'US Open là, en 2015, je crois, 2015, où est-ce que Jordan Spieth a gagné. Justement, Dustin Johnson avait fait 3 potes à quelques pieds là, pour perdre le tournoi ou pour le laisser à Jordan. Terrain complètement débile. On aura peut-être la chance d'en parler un jour. J'ai des photos de ça, des vidéos assez impressionnantes. J'avais la famille qui était avec moi. Ben oui, j'ai joué avec Patrick Reed les 2 premières rondes du tournoi parce que le tournoi, c'est 312 joueurs à travers le monde qui se qualifient. Tu en as quelques-uns qui sont exemptés, puis le reste, il y en a peut-être, je te dirais, 280 qu'il faut qu'ils se qualifient à différents endroits à travers les États-Unis. J'avais été à New York me qualifier. Ils prenaient les 3 premiers. J'avais fini 2e. C'est un terrain, je pense que ça s'appelait Forest Oak, le terrain. C'est 36 trous dans la même journée, la qualif. Fait que tu es stressé, c'est fatigant, mais c'est toute une expérience. Puis là, quand tu sais que tu as passé, tu t'en vas
US amateur, c'est comme un majeur, c'est comme un 5e majeur. Totalement. Les Bobby Jones ont gagné ce tournoi-là. Tiger Woods a gagné 3 fois. Donc, les 2 premières rondes, je jouais avec Patrick Reed et un autre gars de Duke University. J'oublie son nom. Puis Patrick Reed, dans ces années-là, était le meilleur joueur universitaire aux États-Unis. Il jouait pour une université en Géorgie, je ne me trompe pas. Il a changé d'université après 2 ans. Dans ces années-là, il n'y a pas grand monde qui m'avait impressionné. Mais ce gars-là, ses coups de fer long, là, je ne l'avais pas, shot-là. La hauteur, la distance qu'il frappait avec son fer 3 et 4, parce que c'était un terrain de 5800 verges. On frappait beaucoup de bâtons longs pour aller chercher des verres. C'était des verres durs comme la roche, comme un US Open. La balle, elle roulait. Et je peux te dire, les coups de wedge, ils roulaient à peu près de 15 à 16 verges. Là. Au lieu de tomber, spinner, reculer, ta balle tombe, elle roule de 15 verges. Donc là, c'est plus le même type de golf. Donc, il m'avait vraiment impressionné. C'est parce qu'il frappe sa tête. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais écoute, est-ce que, tu vois, ça, c'est la chose que tu retiens de lui parce que tu as joué avec. Aujourd'hui, on en parle tellement de lui, mais pas à cause de ça. Fait que on dirait qu'on le voit dans les médias à cause de son attitude, les choses, les gaffes. Il a bâti un personnage de vilain. Là. Oui, et c'est dommage parce que justement, on ne voit pas ce joueur-là. C'est sûr qu'il joue encore du bon golf, mais on en parle tellement moins. On est axé sur les choses qui sont moins moi, je dirais moins intéressantes pour le golf. Il était sympathique à ce moment-là? Oui, je voulais en parler. C'était un gars super sympathique. On a jasé pendant 2 jours ensemble. Et une histoire là-dessus aussi, c'est que par la suite, après l'université, il est tout de suite tourné professionnel. Puis au lieu d'aller faire le Q-School, l'école de qualification, lui, il faisait les qualifications du lundi. Juste pour dire une histoire, là, il s'est qualifié, je pense, 7 fois en ligne les lundis pour les tournois de la PGA en ligne. Là. Il finissait, le lundi, il allait faire la qualification, il se qualifiait, il finissait dans les 4 premiers. Le tournoi commençait le jeudi, il faisait la coupouille ou non. Après ça, il prenait son auto avec sa blonde, le cadet, là. Ça traînait son gros sac dans ce temps-là. Il allait au prochain tournoi d'un état à l'autre, puis c'est comme ça qu'il a obtenu sa carte tellement qu'il a été performant dans ces qualifications-là, puis les tournois qu'il a été capable de jouer, de participer. Wow. C'est tout qu'un golfeur qui a réussi à faire pour les gens qui ne connaissent pas un peu comment ça fonctionne, là, ce que tu parles, les Monday Q School, là, je me rappelle d'avoir vu une entrevue, je pense que c'était Dustin ou... non, c'est Henrik Stenson. Ou un professionnel qui a dit avoir à refaire ça, mettons là, que nous, les professionnels de la PGA, là, à chaque lundi, on devait se qualifier pour jouer le week-end. Pas sûr que je jouerais tout le temps. Ah non, je n'ai fait quelques-unes là, dans le temps. Après l'université, je n'ai fait plusieurs en Floride puis dans différents États. C'est tellement stressant parce que si tu ne termines pas dans les 4 premiers pour la qualification, puis souvent il y a 2 qualifications, là, tu ne joues pas cette semaine-là, tu ne joues pas de tournoi. Tu as jusqu'à l'autre semaine pour te pratiquer, mais il faut que tu te déplaces, des coups. Mais toi, ce que tu veux, c'est jouer des compétitions, jouer des tournois. Donc, c'est probablement les plus gros stress de golf que j'ai eu, c'était les qualifications comme ça du lundi, les qualifications d'une journée, où est-ce que ça passe ou ça casse. Mais c'est aussi, il y a de l'argent, comme tu as dit, il y a de l'argent investi. Fait que c'est des coûts de te promener d'endroit en endroit. Ça m'amène à une petite anecdote rapide. C'était ici, c'était le championnat fin de l'année au Portage l'an passé ou l'année d'avant. Et je parlais avec un des joueurs, puis il me disait justement son histoire pour se rendre, sa voiture, son moteur, il a sauté, il est allé chercher un mécanicien pour l'arranger parce que c'est son seul moyen de transport pour pouvoir se promener. Puis c'est vraiment que tu comptes les scènes pour te rendre au prochain tournoi. Puis les commanditaires, ils vont couvrir quelques coups, les entrées de tournoi, mais la vie pour te rendre là... C'est une vie spéciale, là. Oui, il faut être patient, il faut avoir du drive en temps. J'ai vécu cette expérience-là, les gars, là, de jouer en voiture d'un tournoi à l'autre. Des fois, je voyageais ça, des fois, je suis avec des chums qui jouent sur les circuits. Mais c'est ça, tu comptes tes sous, les hôtels les moins chers possibles, tu manges du Subway à côté. C'est pas glamour tant que ça. Des fois, c'est le fun parce que tu es accueilli dans des familles, dans des super terrains. Ça, c'est le fun. Moi, je me suis fait des amis de famille là-bas, un peu partout dans les States. Mais c'est pas si glamour que ça. Faut aimer ça. Mais à ce moment-là, Louis, tu es au US amateur, tu joues avec Patrick Reed, qui est le meilleur aux États-Unis à ce moment-là. Toi, dans ta tête, est-ce que ça se peut à ce moment-là que toi, tu te rendes puis que toi, tu fasses le tour un jour à ce moment-là? J'étais encore loin de me rendre du tour à ce rendu-là, mais j'ai vu ce que ça prenait pour être le meilleur joueur universitaire américain. Et honnêtement, le reste de ma game, j'étais très confiant, je la trouvais solide. OK? C'est pour ça que ça, c'est en 2010. En 2011, j'ai tourné professionnel, puis j'ai joué pendant
4 ans et demi, 5 ans sur les circuits, les mini-tours américains. J'ai tenté ma chance au Québec, au Canada, aux États-Unis. Je voyageais beaucoup. Et j'y croyais honnêtement. Moi, ce qui me manquait, puis c'est quelque chose que probablement j'ai négligé à l'entraînement, puis c'est quelque chose qui est inner aussi, c'est en situation de gros stress, j'étais moins performant. Ça venait trop me chercher le stress. La gestion du stress, de l'anxiété, c'était quelque chose que je maîtrisais moins bien versus la technique et le physique que ça, j'avais entraîné depuis des années, qui est né puis qui est là encore aujourd'hui, que même si je ne pratique plus, je l'ai encore, ça. Mais sous pression, je suis plus le même golfeur. Je perds une coupe de shot. Donc, c'est là que moi, que je me suis rendu compte après une couple d'années que c'est ça qui me manquait. Puis c'est pour ça que là, à un moment donné, quand j'ai eu des opportunités de rentrer dans l'industrie comme à la tempête, j'ai décidé de sauter 2 pieds là-dedans. Là. J'avais essayé au maximum. Depuis 10 ans, je me préparais pour tout ça, là, pour les circuits. Puis après 5 ans, circuit américain, j'ai tout donné ce que j'avais dans tous les aspects. Ça a été facile de prendre la décision là, de sauter de l'autre côté du golf, d'aller dans l'industrie. Mais as-tu eu un genre de deuil à faire? Ah oui, tout à fait. Puis c'est un deuil qui est en continu. Parce que tu vois les gars jouer, je vois des Québécois qui performent bien, puis je suis content pour eux. Je vois les gars de la PGA, puis ça me manque de voyager d'hôtel à hôtel après semaine, de découvrir des endroits, de me lever le matin, d'aller au gym, de déjeuner, d'aller jouer au golf, pratiquer, répéter ça toute la semaine. Ça me manque beaucoup. Je suis capable d'y toucher un peu tous les jours en travaillant dans le domaine du golf parce que c'est ma passion, puis je peux aller jouer de temps en temps, je vais enseigner, je chip une coupe de balle par-ci par-là. Enfin, je suis capable de le vivre tous les jours dans mon quotidien au travail. Fait que oui, c'est un deuil. Puis, il continue à se faire. C'est une passion qui va rester probablement toute ma vie. Puis c'est pour ça que quand j'ai la chance, mais je vais jouer une compétition par-ci par-là pour me tester et me challenger un peu. Bien, ton plan B, si on veut, ou le résultat ou ce que ça t'a amené aujourd'hui, écoute ça, il faut le saluer. Tu as travaillé dans un des meilleurs golfs au Québec et là, tu t'en vas gérer un des plus beaux clubs de golf au Québec aussi. Ça, c'est pas à nier. Il faut le saluer. Ah, vraiment? Et écoute, il dit qu'il n'est pas jeune, 35 ans. C'est mon âge. Ah, 35 ans, c'est jeune. Puis pour avoir un poste comme ça, écoute, c'est le fun. Mais ça envoie un super message dans l'industrie du golf. Puis moi, c'est pour ça, quand on a vu la nouvelle, Louis-Alexandre Pitt s'en va à Pine Grove, j'ai fait yes! Yes, parce que c'est ce qu'on demande depuis longtemps, une nouvelle vision. Puis j'ai le goût de te demander, toi, là, ta vision du golf en 2021, là, mettons, là, tu prends quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, qui vend tout d'une roche depuis des années, tu expliques comment c'est quoi le golf pour toi? Ben là, sans parler du jeu du golf, moi, je parle, le golf, je trouve que c'est une belle plateforme sociale et sportive pour créer des liens. Moi, c'est ça que je vends au golf. Je vends l'expérience de golf haut de gamme, mais je vends l'expérience totale puis de créer des amitiés, que ce soit en couple, en amis, en chum de gars, chum de filles. Moi, c'est ça le golf. C'est ça que je veux vendre. Oui, il y a des nouveaux. Là, je vais dans un club de membres, mais aux nouveaux golfeurs qui arrivent sur le marché, dans l'industrie du golf, c'est une place familiale, c'est une place d'amis, c'est une place de souvenirs que ça va vous en rappeler. Puis c'est tellement un sport qui nous permet de voyager, que ce soit au Québec ou ailleurs, dans le monde. C'est ça que je veux faire, que je veux partager cette passion-là à ces nouveaux golfeurs-là. Puis avant de te laisser aller, Louis, juste un mot rapide. Je sais que tu organises beaucoup de voyages de golf dans des destinations qui sont assez cool. Là, présentement, c'est comme pas super populaire de voyager. Mais la journée que ça va revenir, est-ce qu'avec ta nouvelle job à Pine Grove, tu vas quand même être capable d'organiser ces voyages-là? Ah, tout à fait. Ça, je veux pas arrêter ce projet-là, ce business-là, parce que j'adore voyager. Ça me permet l'hiver de continuer d'évoluer dans le golf, de prendre soin de mes clients ou de nouveaux clients, puis de découvrir des nouveaux endroits avec eux. C'est sûr que je vais à des endroits souvent que j'ai vécu parce que je veux les faire vivre, mais après ça, on en découvre tout le temps. Et alors, dès qu'on va pouvoir commencer à voyager, ça va être sécuritaire pour tout le monde. C'est sûr que je vais organiser des nouveaux voyages là, de golf à travers le monde. Très cool. On invite les gens à te suivre sur Pitre Golf sur Facebook, même chose sur Instagram. Merci les boys, puis super beau projet, puis on a hâte de vous réécouter la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Louis, salut. Louis-Alexandre Pitt, professionnel en titre du club de golf Pine Grove. Ça se dit bien? Oui, ça se dit, c'est fluide. Ça sort très facilement. Ça sort bien. Écoute, c'est rendu à quasiment la conclusion de l'émission. Il nous reste un dernier segment. Oui, il nous reste un dernier segment, puis on ne veut pas arrêter ça là, parce que, écoute, ça, c'est la partie, je dirais, où on se découvre, moi puis toi, puis on fait découvrir Max et Marc aux gens. C'est là-bas la question. Oui, on a le temps, on va en faire 2 chaque, puis après ça, on va vous laisser aller vaquer à vos occupations du samedi. Et merci d'ailleurs d'avoir été là parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées ce matin. Ils ont des commentaires de partout, des gens de partout qui nous écoutent encore. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de vous savoir avec nous autres ce matin. Ben oui, Max, elle est longue comme question.
Quel coup te satisfait le plus quand tu l'as réussi exactement comme tu l'avais imaginé? Quel coup me satisfait le plus? Aïe, aïe, aïe. OK. C'est quand, mettons, tu es sur un par 4, un par 5, puis c'est un dogleg, puis que je sais que j'ai assez de distance pour couper le coin, puis que je ne frappe pas nécessairement dans l'allée directement, puis que je connais assez le terrain pour dire faut que je passe par-dessus cet arbre-là parce que je vais tomber dans le fairway de l'autre côté, puis au lieu qu'il me reste 180 pour mon deuxième coup, il va m'en rester 100. J'ai un petit feeling quand je réussis à la passer. Là. Tu sais, là, quand tu l'enlignes, puis ça fait pareil comme à la télé, là, tu frappes le coup de départ de l'année, ça passe exactement où tu veux, elle tombe exactement où tu veux, puis tu ne la vois pas tomber, mais là, tu arrives dans le fairway, puis ce que j'aime de ce coup-là, c'est la découverte. Parce que là, je la frappe, puis là, oui. je la vois aller, je fais « Oh, ça va être bon. Oh, ça va être bon. Oh, ça, c'est solide. Ça, là, ça, c'est solide. » Fait que là, tu as une marche à ta balle là, qui est excitant. Tu as 4 minutes et demie de marche, puis là, tu arrives, puis tu la vois en plein milieu du fairway, puis tu fais « Yeah! Yeah! Je l'ai! » Puis là, le coup d'après, ben, tu topes ton fer neuf. Exact. C'est pas mal ça, le coup qui me satisfait. Hey, c'est nice, ça. Ben oui, j'y avais pas pensé, mais celle-là. Ah, moi, c'est une des affaires que j'aime le plus. Je pourrais partager ça comme feeling. Marc! Oui. Musique sur le parcours, oui ou non? Absolument. Écoute, c'est controversé comme question parce qu'en 2020, on a vu passer ça sur les réseaux assez souvent. Musique, pas musique, est-ce que ça vous dérange? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout, mais je m'adapte aux gens avec qui je joue. Je ne force personne à écouter la musique que j'écoute. Et vu que je marche quasiment toutes mes rondes avec mon sac sur le dos, je mets mon haut-parleur sur mon sac et on peut juste l'entendre quand j'ai le sac sur le dos. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est rare que les autres vont l'entendre, mais je trouve que ça détend. Ça dépend de la game aussi. Là. Si c'est une game où il y a beaucoup de chirping entre nous autres. Puis tu joues tes chums. Exact. Tu le laisses dans l'ambiance. Exactement. C'est en ambiance. On ne l'écoute pas d'une façon trop forte. Mais moi, j'aime ça. Il y a plein de monde en plus qui sont en train de l'incorporer dans leur. Moi, souvent, quand je vais frapper des balles au driving range, j'ai mes AirPods tout le temps dans les oreilles. Quand je joue, j'essaie d'avoir de la musique. S'il y a des gens que je sens que ça peut déranger sur mon quatuor, j'en mettrai pas. Mais je me souviens, il y a 2 ans, je joue ici au Versant, puis j'ai mon speaker sur mon sac. Puis je joue avec un monsieur qui a peut-être 70, 71, 72. Mané, regarde, je le pars pas par respect. Au début, je ne sais pas. Fait que Mané, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est un speaker, je peux jouer de la musique. Il dit, comment ça marche? Là, j'y explique, mais j'espère le faire à mon téléphone, je joue de la musique. Il dit, on peut écouter de la musique? Ben, certain, monsieur, qu'est-ce que vous voulez écouter? Mets-moi donc The Commodores. Mets-moi donc, il me faisait des demandes spéciales. T'as-tu du Lionel Richie? T'as-tu du. Oh, oui, certain. Fait que, on a écouté de la musique tout le long. On a vraiment eu du fun. Ben oui. Puis à la fin, il s'en est acheté un, je pense. Mais l'an passé, Bushnell a annoncé son nouveau rangefinder. Avec un speaker. Un speaker intégré, puis il call tes distances au lieu de les voir sur un écran. Fait que combien? Oui, tu arrives. You are at 125 you are at 125 yards, puis tu entends la musique, il baisse la musique pour te dire tes distances. Vraiment cool. OK, avant-dernière. Oh, avec quelle célébrité aimerais-tu jouer? Aïe, aïe. Avec quelle célébrité aimerais-tu jouer? Oui, on va mettre de côté les joueurs professionnels parce qu'on sait que Max aimerait jouer avec Tiger Woods. Oui, ça, c'est sûr. On lance ça dans l'univers. Peut-être Tiger Woods, un jour, va voir Max Lalonde sur son écran. Il va dire « Hey, il faut que j'aille jouer avec ce gars-là. » Je te dis tout de suite, moi, si je le rencontre en vrai un jour, je perds connaissance. Ah, moi, feinte, je tombe à terre, c'est terminé, là, tu me réanimes. On va-tu le voir ici, tu penses? President's Cup en 2024? 4 ans. Peut-être. 3 ans, ça se pourrait. Oui, non, en personne de même, je comprends, mais si à un moment donné, je ne sais pas, je rentre dans, je sais pas, une salle d'entraînement, dans un clubhouse, puis Tiger est là, puis il me tend la main. Je te dis, je perds connaissance, je tombe à terre. Mais quelle personnalité connue avec laquelle j'aimerais le plus jouer? Écoute, c'est niaiseux, là, mais c'est une idole de jeunesse pour moi. J'aimerais ça jouer avec Mario Lemieux. Mario Lemieux, c'est un solide joueur de golf. Puis Mario Lemieux, pour moi, c'est le plus grand joueur de hockey de l'histoire. Puis on s'ostinera sur Gretzky, Lemieux, Maurice Richard plus tard. Là, mais pour moi, Mario Lemieux, c'est le plus grand joueur de hockey qui a passé. Et c'est un maniaque de golf. Puis j'aimerais jouer au golf avec lui pour être capable de jaser de hockey avec lui aussi. Puis je trouve que c'est impressionnant, ces athlètes-là. Les joueurs de hockey, à quel point ils sont capables de ramasser à peu près n'importe quel sport puis de rendre ça quasiment facile. Mais ouais, je te dirais, vite comme ça, je te dirais Mario Lemieux. Très cool. Vraiment.
petite anecdote de célébrité. Tu savais-tu que Oscar de la Hoya, Oscar de la Hoya, le boxeur, joue au golf. Et il joue très bien. Oui. Oh oui, je l'ai rencontré une fois en République dominicaine. Sa femme est rentrée dans le clubhouse, puis c'était lors du Champions Tour. Puis, on parle de quelques années, puis elle était jeune. Puis là, je vois cette dame rentrer dans le clubhouse, puis elle est vraiment belle et jeune. Elle dit, je viens voir mon mari qui joue au golf aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener le voir? Mais là, on parle du Champions Tour. Ouais. Là, je la regarde, je fais comme... Elle a l'air très jeune. Ce serait qui le joueur de golf? C'est qui le Sugar Daddy? C'est qui le Sugar Daddy? Puis elle dit non, je suis Madame de la Hoya. Fait que là, je fais OK, mais c'est pas un joueur. Wow, dans le Pro-Am, OK, parfait. Ah oui, certain. Et j'ai pu prendre un verre avec lui, sa femme, après. Sympathique, es-tu gentil? Ah, super gentil. Vraiment, c'est du monde. Plus que Greg Norman? Ouais, pas mal plus. Marc, tu vas adorer la prochaine question. Quelle est ta bête noire au golf, ton pet peeve? Fais-nous un top 3. Si non, j'ai pas besoin, il y en a un. Il y en a un. Les marques de balles, mesdames et messieurs, les marques de balles. Max, là, il riait de moi tout l'été parce qu'on arrive sur le verre, puis écoute, je me mets à sacrer. Je ne peux pas le cacher. Je sacre comme un camionneur. Excusez-moi les camionneurs. Mais écoute, les ball marks là, sur le verre, c'est vraiment ma bête noire. S'il vous plaît, réparez vos marques de balles. Vraiment, je vous le demande, s'il vous plaît. C'est la seule on arrive sur le verre, la balle de Marc est au début du verre, lui est dans le fond du verre, puis je l'entends. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué réparer des marques de balles? Mais c'est vrai, pour vrai. Par partie, j'en répare une quarantaine qui ne sont pas les miennes. Oui. Puis surtout, mais tu sais, en fait, il y a une chose, puis je ne veux pas défendre personne, il y a eu beaucoup de nouveaux golfeurs cette année. Oui. Et il y a beaucoup de choses à propos de l'étiquette du golf qui n'ont peut-être pas été enseignées cette année convenablement parce que c'est arrivé vite. Ils ont ramassé des clubs dans le grenier, c'est arrivé au club, ils sont allés jouer. Mais je pense que collectivement, en passant le message de façon respectueuse, je pense que ça va s'arranger. Mais c'est juste, moi, je l'ai dit à quelques personnes cette année, ta marque de balle, répare-la. J'ai même montré à quelqu'un, il dit, je ne sais pas comment réparer ça. Oui. Je lui ai montré. Mais c'est pas juste de réparer la tienne, parce que des fois, ta balle, elle tombe et tu ne trouves pas ta marque de balle parce qu'il y a du soleil dans tes yeux, tu ne le vois pas. Mais si tu en vois un autre, répare-le. C'est juste ça. Mais oui, ça, j'ai eu mal au dos. C'était pas à cause de frapper autant de balles, c'était de réparer des marques de balles. Hey, merci à tout le monde qui a été là aujourd'hui. C'est la conclusion de l'émission déjà. Je vais en saluer quelques-uns. Martin Lefebvre, Isabelle Rodriguez, Élie Gagnon. Merci à François Roy de Golf Québec qui nous écoutait. Salut François. François qui dit mon meilleur, il a joué 89 à Pine Grove, pas de mulligan, pas de balle nulle part. Il dit ma meilleure, je ne serais jamais capable de refaire ça dans la vie de tous les jours. Steve Foisy qui nous a écouté aujourd'hui. Salut Steve. Jasmin Frappier qui est à Sorel. Salut Jas. Il y a vraiment plein de monde qui se sont branchés aujourd'hui. Merci d'avoir partagé. Ton père, Mark, nous écoute, Gaston Fraser. Hey, Dad. Il dit Mark, we have feedback from your phone. non, ça, my phone, mais ouais, je te comprends. C'était au début de l'émission. Mais non, c'était le fun. Merci à tout le monde qui ont commenté. Merci à Stéphanie L qui est là, à Normand Gagnon qui dit très intéressant. Merci. Fait que, très cool. Et Normand, je vais t'envoyer un petit message parce que la semaine prochaine, on revient avec le segment Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On va avoir d'autres professionnels, on va jaser là-dessus. On va avoir plusieurs invités comme toujours. Notre bol à question, ça, on ne peut pas le manquer. Et on va parler un peu de l'Expo Golf et Sortez Golfer, puis des choses qui vont venir très bientôt. Et je propose, Max, best memes, les meilleurs memes de la semaine. Okay. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui sont drôles. Max et moi, on se le partage souvent sur Instagram, puis 10h30 le soir, on part à rire parce que j'ai vu un meme. Ça, on va le partager, puis si vous envoyez, envoyez-nous-le. Ça va être le fun de voir c'est quoi les meilleurs memes. Puis à un moment donné, on va commencer à faire des concours, on va avoir des affaires à donner. Oui, il va y avoir des affaires annoncées dans les prochaines semaines. On travaille sur plein de trucs, aller jusqu'à l'Expo Golf, puis aller pour la saison qui s'en vient 2021. Nos épisodes sont disponibles en audio également sur Spotify. Fait qu'à ceux qui nous écoutent en audio en train de courir, de faire la vaisselle, passer à la balayeuse, on vous salue. Puis merci d'être là. Puis on a un épisode spécial, on en parlait tantôt. Là, il y a eu une histoire entre Mark et Greg Norman. On a eu un special de 15 minutes qu'on a mis sur Spotify qui est disponible seulement là, que vous pouvez aller écouter. Mark nous résume sa superbe anecdote avec la petite princesse à Greg Norman. Et vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur Golf Nation, le podcast. Donc, vous allez nous trouver, on va être les premiers. Ça va sortir comme ça. Mark Fraser, merci beaucoup.
Hey, merci, vraiment le fun. Puis excusez-nous, on a dépassé l'heure. Mais c'est ça qui est le fun de faire ça sur des réseaux. Il n'y a personne qui nous dit hey, arrêtez. Il y a d'autres shows qui s'en viennent après, ça n'arrive pas, c'est terminé. Fait que, merci, bon samedi, merci d'avoir été là. Si vous voulez continuer la conversation, venez nous chercher sur Facebook ou encore sur Instagram. Ça va nous faire plaisir. Puis nous autres, on va se retrouver samedi prochain. Yes. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.